Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 17 mai et pendant 60 minutes, vous le savez, nous décryptons pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir comme tous les soirs sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou encore sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vos questions, vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté de me rejoindre sur le plateau sont Monsieur Azdine Moustafi, vous êtes secrétaire général adjoint de l'association d'amitié et d'échange maroco-chinoise AAEMC. Merci d'être avec nous ce soir. Mohamed Green, analyste en économie et en relations internationales, et Mouawiya Sqalli, directeur général adjoint d'At-Tijari Wafa Bank, en charge de la banque transactionnelle. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. La semaine dernière, le roi Mohammed VI a effectué une visite officielle de 3 jours en Chine, durant laquelle il a rencontré le président chinois Xi Jinping. Le Maroc a notamment conclu une quinzaine de conventions commerciales avec Pékin, notamment dans les secteurs bancaires, des transports et de l'énergie renouvelable. Avant la visite, sur ce plateau, nous avons eu l'occasion de revenir sur l'historique des relations sino-marocaines ce soir. Ce sera l'occasion pour nous de faire un bilan de cette visite et de parler des perspectives de la coopération future. Quel bilan, donc, de la visite royale en Chine? Sur quoi les conventions signées portent-elles? Quels seront les impacts attendus sur l'économie marocaine, quel rôle pour la société civile dans cette collaboration et enfin, quel futur pour la coopération bilatérale Chine-Maroc, Maroc-Chine, un nouvel élan, c'est le titre de l'émission de ce soir. Une visite royale officielle pour tisser des liens plus étroits avec la Chine. Le mercredi 11 mai 2016, le roi Mohammed VI et le président chinois ont procédé à la signature de la déclaration conjointe de l'établissement d'un partenariat stratégique au Palais du Peuple à Pékin. À cette occasion, les chefs d'État ont présidé la cérémonie de signature de documents de coopération bilatérale, une coopération dans les domaines judiciaires, économiques, industriels, touristiques et énergétiques, sans oublier les infrastructures et le domaine consulaire. 30 conventions de partenariat public-public et public-privé ont été signées. Les 15 conventions public-privées visent la réalisation de zones industrielles et résidentielles dans la région de Tanger et une coopération dans le domaine de l'investissement et des finances entre le gouvernement marocain et la banque chinoise, l'extension et la maintenance de la centrale de Jrada et une entente entre l'Office national de l'électricité et l'eau potable sont également prévues. Rabat et Pékin s'intéressent aussi au tourisme à travers un accord de partenariat entre l'Office national marocain du tourisme et l'association des tours opérateurs chinois. Pour ce qui est du domaine industriel, le Maroc et la Chine prévoient la création d'une unité de production de chauffe-eau solaire pour un investissement estimé à 96 millions de dirhams. Et ce n'est pas tout. Une convention permettrait l'accompagnement des entreprises africaines et d'explorer des opportunités d'investissement maroco-chinoises en Afrique. À rappeler aussi le futur parc industriel sino-marocain qui devrait mobiliser un montant d'1 milliard de dollars. Les autres conventions concernent les investissements sur les marchés de la dette en Afrique, les industries ferroviaires, automobiles, aéronautiques et la création d'une plateforme de marché électronique dans le continent africain. Selon des experts, les opportunités de réussite de ce partenariat sont multiples. Pour sa part, le Maroc pourrait ouvrir le marché chinois à l'entreprise marocaine et attirer davantage d'investissements. De nouveaux emplois verront donc le jour dans le royaume. De son côté, la Chine devrait bénéficier de la position géographique du Maroc aux portes de l'Europe et au nord de l'Afrique. Elle peut en faire une plateforme stratégique d'échange, de production et de relais. Énergie, tourisme, transport, logistique, finance sont des secteurs nombreux qui sont concernés par les conventions qui vont signer. On va bien sûr les commenter et faire un bilan de cette visite. Mais avant, est-ce que vous pouvez, si Moustafi, nous donner, nous décrire en quelques mots cette association, l'AAEMC, dont vous êtes le secrétaire général adjoint, l'association d'amitié et d'échange maroco-chinoise? Oui, je vous remercie. L'association d'amitié et d'échange maroco-chinoise a été créée en 2012. Dans un objectif d'assurer le développement et la promotion de la relation entre le Maroc et la Chine éventuellement. Une relation de coopération économique, c'est certes, mais d'un autre côté, la promotion de la relation d'amitié peuple à peuple. Cette association aujourd'hui qui est présidée par le docteur Mohamed Khalil, qui est le premier diplômé en médecine chinoise de l'Université de Chine, aujourd'hui essaye par les moyens de bord, par les moyens personnels, de développer et de contribuer au développement des relations entre le Maroc et la Chine.
La preuve en est le premier forum d'amitié maroco-chinoise qui a vu le jour le 22 et le 23 avril 2016 et qui a connu la participation éventuelle de pratiquement d'une délégation de 35 personnes, d'hommes d'affaires et de responsables de régions et de villes chinoises. L'objectif, on avait tenté 80 personnalités chinoises. Malheureusement, la difficulté de l'obtention de visa pour participer au forum a fait que pratiquement plus de 40 personnes ont été privées de participer à cet événement-là. L'événement qui a connu une relation, nous avons mis en relation les différents responsables de villes marocaines avec les différents responsables de villes chinoises. Éventuellement, avait été présent la ville de Shanghai, la région de Tilin, la région de Chengxia et éventuellement, côté marocain, la région de Rabat Salé Kinitra, qui a assisté avec nous, qui a participé, et on remercie d'ailleurs le président de la région de Rabat Salé Kinitra qui a participé avec nous pour la mise en place de cet événement grandiose et qui a donné naissance éventuellement qui a fructifié la relation entre le Maroc et la Chine. Alors, avant que je passe la parole à nos autres invités, vous avez eu un rôle lors de la visite royale? Est-ce que l'association était présente? Est-ce que vous avez... On n'avait pas un rôle, mais ce qui fait que notre joie, c'est l'entreprise qui a signé une des conventions pour la commercialisation des bus électriques à effet immédiat et par la suite le montage va être fait au Maroc, a participé avec nous et a été l'invité de notre forum. C'est-à-dire elle a participé avec nous au premier forum d'amitié maroco-chinoise. C'est la société Yangtze. Alors, Sigrine, le contexte déjà, on va parler de la visite, mais Sa Majesté s'est rendue donc à Pékin. Dans quel contexte on est aujourd'hui, si on devait prendre le contexte politique, économique, pour cette visite royale hautement stratégique? En fait, la visite royale en Chine était attendue. Certains observateurs ont hâtivement fait la liaison entre la visite royale en Chine et la conjoncture qui a été marquée essentiellement par le conflit qui avait opposé notre pays au secrétaire général de l'ONU. Mais une lecture plus approfondie montre que cette visite et le partenariat stratégique qui en est sorti s'inscrit parfaitement dans une évolution de la diplomatie marocaine qui, depuis presque 8 ans, a entamé une diversification de ses partenariats au niveau international. D'autres observateurs ont vu en cette visite et celle qui a été effectuée en Russie comme une sorte de rupture. Mais au contraire, il ne s'agit pas de rupture, il s'agit d'une restructuration de la diplomatie marocaine et des partenariats stratégiques du Maroc au niveau international, qui ne renie pas ses partenariats traditionnels. Au contraire, il doit capitaliser, il capitalise sur ces partenariats en les renforçant, mais en allant chercher d'autres partenariats. D'un autre côté, nous constatons qu'il y a, au-delà de la différence de taille entre le Maroc et la Chine, il y a une sorte de convergence entre les orientations des deux pays en termes de positionnement, notamment par rapport au continent africain. Nous savons tous que l'Afrique a un poids actuel démographique et en termes de ressources naturelles de la même taille que la Chine et l'Inde. Nous sommes, les Africains, à peu près 1 milliard et quelques d'habitants, donc et particulièrement jeunes, et donc c'est un continent d'avenir. Le Maroc a entamé une politique volontariste d'aller vers l'Afrique depuis le début de ce millénaire et elle est arrivée à maturité et je crois que un des discours fondateurs de la diplomatie marocaine est bien le discours d'Abidjan qui est passé un peu
pas beaucoup attiré l'attention des observateurs parce que le contexte n'était pas aussi tendu que le contexte actuel de la visite royale en Russie, en Chine. Donc le Maroc se constitue comme se positionne comme une plateforme par rapport à l'Afrique subsaharienne. C'est ce qui explique le partenariat avec l'Inde déjà. Où nous pouvons être complémentaires. Eux, nous ouvrons la porte de l'Afrique anglophone. Nous, Maroc, leur ouvrons la porte au niveau de l'Afrique francophone, aussi par rapport à la Russie et surtout par rapport à la Chine qui, dans le plan quinquennal qui a été adopté au mois d'octobre dernier, 2016-2020, la Chine, un des piliers de sa vision pour ce quinquennat, les cinq piliers, un des piliers c'est l'ouverture et dans l'ouverture il y a l'Afrique qui est présente et c'est tout à fait naturel parce que l'Afrique c'est le continent de ce siècle. Alors, c'est ce qu'elle dit. Je sais que je m'adresse aux banquiers, et c'est vrai qu'on va parler notamment des 6 accords qui ont été signés par votre banque, mais Money Talks, comme on dit, je veux dire, votre vision de financier aujourd'hui, le contexte politique, j'imagine que vous êtes bien au-delà de ce genre de choses, mais aujourd'hui, c'était le bon moment pour vous d'aller vers la Chine, même d'un point de vue économique. On parlera bien également aussi du poids que peut avoir la Chine dans notre relation économique, mais votre vision vis-à-vis de ce que vient de dire Siglin. Oui, merci Faisal. Donc il faut d'abord rappeler que notre banque est allée en Chine bien avant. C'est-à-dire que depuis qu'on est sorti justement d'Afrique et on s'est confronté justement à ces 2000 sociétés chinoises présentes en Afrique, donc évidemment la Chine doit devenir, et donc le système bancaire et les acteurs bancaires chinois doivent être des partenaires. Donc dès 2010, justement, on est allé rencontrer donc, nos partenaires chinois. En 2014, on a déjà signé, donc, lors du forum économique sino-marocain à Pékin, on a signé 9 conventions de partenariat, 5 avec les sociétés et institutions financières et 4 avec des corporates, des grandes corporates chinoises. Là, on a complété avec 6, on en avait 9 aussi, mais bon, le temps imparti nous a permis seulement de signer 6. Et actuellement, on est arrivé à donc travailler à peu près avec une grande banque commerciale qui est Bank of China. Et d'ailleurs, elle s'est installée depuis à Casablanca Finance City. Et on se félicite, puisque leur bureau vient d'ouvrir cette année. Avec China Exim Bank, qui est la banque qui finance les exportations-importations chinoises et qui s'est installée donc l'année dernière à Rabat. Et on a presque une mission quasi permanente au Maroc de la Banque de développement de Chine, China Development Bank, avec qui on a aussi un partenariat sur le financement des PME en Afrique et sur l'accompagnement des clients chinois en Afrique. Bien évidemment, toutes les corporates, les grandes, comme Huawei, Sepco et tout ça, donc on est déjà leur banquier principal, parfois au Maroc et en Afrique. Donc ce partenariat entre les banques marocaines et les banques chinoises s'imposait de fait parce que dans le paysage africain, comme j'ai dit, il y a des mastodontes chinoises qui se sont installées, il y a des grands projets financés par donc des financements chinois, etc. Et nous, on se félicite justement que le Maroc, qui ne pèse que 1% de ce que fait la Chine avec l'Afrique, 300 milliards d'exportations ou d'import-export, nous on fait que 30 milliards de dirhams, donc c'est 1%. Et 20 milliards d'investissements par an, 20 milliards de dollars d'investissements par an, le Maroc n'en prend que 200 millions de dollars, donc c'est vraiment 1%. Mais le Maroc a su imposer, grâce à cette visite royale, un partenariat stratégique qui couvre tous les domaines et qui est un partenariat gagnant-gagnant, que nous ne voyons pas dans beaucoup de pays d'Afrique qui ont un partenariat tout à fait, on va dire, classique, d'exporter des matières premières vers la Chine et d'importer tout ce qu'on peut importer de Chine. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas, nous, au Maroc. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant qui va aller, donc il est multidimensionnel, multisectoriel, etc. Si Mostafi, quelle importance a la Chine dans la politique étrangère du Royaume aujourd'hui? Alors maintenant, on a un nouvel élan, bien sûr, enfin, nouvel élan, c'est le titre de l'émission, mais là, on voit un nouveau moteur engagé. Mais jusqu'à aujourd'hui, quelle était cette importance? Je vais enchaîner sur ce qui vient de dire M. Sqli. Un volume d'échange pratiquement de 30 milliards, 3,5 milliards de dollars, alors qu'en 2000, le volume d'échange entre l'Afrique
et la Chine étaient de l'ordre de 10 milliards de dollars. En 2014, ce chiffre est de l'ordre de 200 milliards de dollars. C'est-à-dire, si on voit la progression sur 14 ans, c'est x20. Alors, de l'autre côté, si on voit l'investissement, par contre, c'est multiplié par 60, un facteur de 60. Et l'objectif aujourd'hui de la République populaire de Chine, côté investissement vers l'an 2020, est de l'ordre de 100 milliards de dollars. C'est à nous de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut récupérer, quelle est notre part. Je rejoins M. Sqli qui dit aujourd'hui que le Maroc a l'atout d'être une passerelle d'un côté entre la Chine et l'Afrique, c'est la porte de l'Afrique, et de l'autre côté, une passerelle entre la Chine et l'Europe. Aujourd'hui, on ne peut pas estimer ou dire quel va être le volume qui va être pris par le Maroc côté échange ou côté investissement, mais nous avons de grands efforts à faire éventuellement si on veut que soit une part de cet investissement, de cet échange fructifiante. Pour du côté de la balance éventuellement côté, qui pèse côté Chine, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on est en face d'une grande structure. C'est la deuxième puissance économique, mais si on la rapporte par rapport aux besoins, aux coûts d'achat, c'est la première puissance économique actuelle. Donc c'est un bon départ qui vient d'être lancé par Sa Majesté, qui va donner un pouce éventuellement à la relation entre les deux pays. Alors Siglin, quel bilan on peut faire aujourd'hui de cette visite royale? Alors on va parler bien sûr des conventions qui sont les expressions les plus concrètes de cette visite, mais d'un point de vue beaucoup plus général, beaucoup politique, économique, en termes de résonance aussi à l'international, quel bilan on peut en faire? En fait, cette visite consacre ce que j'avais dit tout à l'heure, cette diversification des partenariats de notre pays au niveau international. Certains détracteurs avancent le fait que les relations entre le Maroc et la Chine ne sont pas très importantes pour la Chine, et en se basant sur des chiffres. Et je crois que c'est une analyse qui est à côté de la plaque, parce qu'elle a une approche statique, alors qu'il faut voir les choses de manière dynamique. C'est vrai que si on compare les 2,5 milliards, voire 3 milliards d'échanges entre le Maroc et la Chine avec, par exemple, l'Afrique du Sud, 20 milliards, avec l'Angola, 36 milliards, avec le Nigeria, 14, presque 15 milliards, et avec notre voisin algérien, c'était 8,6 milliards en 2013, les chiffres disponibles, il faut parler maintenant de 9 milliards. Mais le Maroc représente un important élément stratégique pour la Chine, pour au moins 2 éléments, voire 3. Le premier élément, c'est le fait que notre pays peut constituer une plateforme efficiente et efficace pour pouvoir approcher l'Afrique subsaharienne, notamment la partie la partie francophone, donc l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai qu'il y a 2000 sociétés chinoises en Afrique, mais la connaissance de la culture des affaires en Afrique, tout le monde s'accorde pour dire que les entreprises marocaines, notamment les banques marocaines, ont pu se les approprier, et c'est tout à fait normal, parce que nous les Marocains, nous sommes africains, et c'est tout à fait naturel qu'on puisse mieux appréhender la culture des affaires et les mentalités des hommes d'affaires en Afrique. Le deuxième élément, et qui est là présent chez nos partenaires chinois, et qui ne se situe peut-être pas à court terme, peut-être à moyen et long terme, c'est qu'on est à la porte de l'Europe. Et qu'on est en situation, sur le plan de partenariat, privilégié par rapport à l'Europe, et que la Chine
sachant très bien, connaissant très bien le potentiel du Maroc, elle sait que des produits technologie chinoise avec un taux d'intégration très élevé marocain peuvent être produits et donc faciliter l'accès à l'Europe. Mais il y a un autre élément que beaucoup d'observateurs ne mettent pas en relief, c'est le fait que le lien entre le Maroc et le pays des Golfe est un lien qui est stratégique. Et les pays du Golfe ont un rôle important pour la Chine. Au niveau des relations, des échanges, on n'est plus au niveau de l'Afrique du Sud, on est au niveau de 250 milliards de dollars. À côté de cela, le Golfe et particulièrement l'Arabie Saoudite fournissent plus de presque 45% du pétrole consommé en Chine. Donc les pays du Golfe sont importants et c'est pour cela que le fait d'annoncer à Riyad la visite en Chine est tout un symbole. Et que le Maroc est en train de constituer l'ensemble des pièces du puzzle diplomatique, l'Afrique, nos relations avec l'Europe, avec nos alliés aussi nord-américains, les pays du Golfe, et maintenant on va vers l'Asie, vers la Russie, l'Inde, la Chine. Il ne nous manque que l'élément le plus important, c'est l'élément nord-africain, l'élément Maghreb, qui est d'ailleurs inscrit dans notre Constitution. Et d'ailleurs, toute cette philosophie de la politique étrangère marocaine, on la retrouve textuellement écrite au niveau de notre Constitution. Donc ce n'est pas quelque chose qui est le produit d'une conjoncture. La conjoncture, elle est là, elle est présente. Elle a donné elle a amplifié ces deux visites royales, notamment en Russie et en Chine, et la rencontre le sommet Maroc-Pays du Golfe, qui, par hasard, s'est tenu la veille de la visite du président Obama dans les pays du Golfe. Donc, le Maroc est passé peut-être à une vitesse supérieure. Et il est, vous avez parlé de nouveau élan, moi je dirais qu'on avait accumulé des changements quantitatifs au niveau de la restructuration de notre partenariat au niveau international, et là on est dans un saut qualitatif. Le Maroc se positionne selon la position stratégique qu'il a. D'ailleurs, on nous racontait toujours, le Maroc a une position stratégique sur le plan géographique, mais les Marocains et les Marocaines ne saisissaient pas. Ouais. C'est quoi l'importance de cela? Maintenant, on le sent, le Maroc est en train de tirer profit de cette position stratégique. Nous espérons que la partie qui manque, la pièce qui manque, c'est-à-dire la construction du Maghreb, puisse se réaliser. Ça ne dépend pas du Maroc. Le Maroc a montré sa volonté pour dépasser le blocage qui existe dans notre région depuis 40 ans. Votre bilan de cette visite royale, alors là, Ségré nous a donné un grand aperçu, et je le remercie, comme à son habitude, mais concrètement, après on rentrera dans les différentes conventions qui ont été signées et qu'on voit de manière concrète ce que ça va apporter sur le plan économique, les retombées aussi, c'est ce qui intéresse. On a des questions qui arrivent bien sûr sur Twitter et sur la page Facebook où les gens se disent qu'est-ce que ça va faire pour nous, quelles retombées auxquelles on va pouvoir assister sur l'économie marocaine. Mais le bilan, aujourd'hui, il est quantitatif, au-delà de qualitatif, il est quantitatif. Quand on voit le nombre de conventions qui ont été signées, on est au-delà des déclarations d'intention, on est au-delà des grands discours, on est dans le concret, là. C'est déjà les investissements directs, si je ne me trompe pas, c'est de l'ordre de 100 millions de dollars pratiquement, les investissements directs. Là, c'est le premier fruit. Deuxièmement, j'enchaîne suite au raisonnement de M. Grini pour dire aujourd'hui que là, c'est une stratégie qui vient diversifier nos partenaires et qui ne va que donner bénéfice au Royaume du Maroc. C'est-à-dire aujourd'hui, on avait comme alliés l'Europe, les États-Unis. Maintenant, en plus, c'est la Russie, c'est la Chine. Des investissements directs qui vont générer des emplois directs et beaucoup plus demain avec éventuellement plus de visas. C'est-à-dire que demain, nous aurons affaire à une nouvelle génération de touristes chinois. En 2015, le nombre de touristes chinois qui ont quitté qui ont visité d'autres pays autres que la Chine
totalise pratiquement 120-130 millions de touristes. Notre part était négligeable, sinon nulle. Aujourd'hui, si, avec cette mesure qui concerne le visa, on arrive éventuellement à approcher le touriste chinois, nous aurons encore une fois de la matière derrière. Alors, de manière concrète, c'est Srali, alors vous avez signé des conventions, 6 accords qui ont été signés par Tijari Wafa Bank là-bas. En quoi elles consistent, sur quoi elles portent? Alors, comme j'ai dit, donc, on a complété nos partenariats avec les institutions financières, donc par la signature donc, avec donc, un fonds d'investissement qui est le China African Development Fund, qui est lui donc un fonds d'investissement spécialisé dans le financement des investissements chinois ou des JV chinoises en Afrique, bien évidemment au Maroc et en Afrique. Et qui dit donc fonds d'investissement, c'est un apport en capital. Et apport en capital, c'est une très bonne alternative au crédit bancaire, mais aussi il apporte, ce qu'on disait tout à l'heure avec Ségrine, toute la panoplie donc, de suivi dans la bonne gouvernance des entreprises. Quand on a un fonds dans le tour de table, il apporte tout ça. Ce fonds qui appartient à China Development Bank, donc, qui est déjà notre partenaire et avec laquelle nous avions obtenu en 2014 donc, des lignes de financement de 100 millions de dollars pour la PME marocaine et qui est extensible à l'Afrique. En marge de ça, on a signé donc 5 conventions avec des corporates donc chinoises et marocaines sur 2 grandes thématiques qui sont l'efficacité énergétique, donc la création de 2 usines au Maroc, l'une pour les chauffe-eau électriques à usage de domicile, et la création c'est d'une usine qui fabrique donc les cellules photovoltaïques à usage aussi individuel, donc pour les résidences et pour les petites entités ou unités industrielles. Les 3 autres conventions, donc avec des corporates chinoises et la Société nationale de transport et de logistique, visent à créer 3 sortes de zones logistiques. Une pour l'Afrique, une pour le Maroc autour de la pièce détachée, la pièce de rechange donc automobile et ferroviaire, et une 3e zone, on va dire, c'est une zone de logistique électronique puisqu'il va desservir le commerce électronique entre la Chine et l'Afrique, donc une sorte d'Amazon vers l'Afrique à partir de la Chine ou de l'Afrique vers la Chine. Voilà un peu les 3. Mais je retiens la puissance des conventions qu'on avait signées en 2014 et qui font toujours écho maintenant. C'est la convention avec Bank of China pour faire de la monnaie chinoise, donc une monnaie d'échange entre le Maroc et la Chine. Et je rappelle qu'à l'époque, le Maroc était le 2e pays après l'Afrique du Sud, malgré la petitesse des échanges, qui avait opté pour la devise chinoise. Et nous étions les premiers à lancer donc, les premières cotations, bien avant la Banque centrale, qui vient juste de le faire avec la Banque populaire de Chine. Donc nos clients exportateurs ou importateurs des Chines pouvaient facturer ou être facturés en renminbi. Donc ça réduit, on va dire, ça facilite la vie à tout le monde, ça réduit le risque de change, ça réduit toutes les fluctuations qu'il peut y avoir, et ça permet de mieux négocier avec l'exportateur chinois parce que lui-même a des rebates qu'il récupère quand il ne facture pas dans une monnaie forte comme le dollar et l'euro. Voilà, donc ça c'est et ça nous a été donc ça a été très bien salué par donc les opérateurs marocains et chinois. Et j'espère maintenant avec la Banque centrale, la Banque Al-Maghrib qui arrive aussi pour premier recours au Maroc donc de la liquidité sur le renminbi, que les échanges donc vont se multiplier. Et nous offrons aussi le renminbi à toutes nos filiales donc, en Afrique donc, qui peuvent commencer à faire des opérations donc, de trade finance ou de couverture de risque sur le renminbi. Voilà. Alors, on fait une petite pause, on reviendra bien sûr après sur la mesure sur les visas. Est-ce que ça peut... La Chine, c'est loin. Hein. Est-ce que c'est seulement une histoire d'usage? Vous nous avez donné l'exemple de la rencontre que vous aviez eue qui avait été handicapée par ce genre de choses. Est-ce que c'est non seulement symbolique et de manière effective, est-ce que ça peut relancer la mise en relation des hommes d'affaires entre le Maroc et la Chine? Petite pause, on revient juste après.
De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre, Sigline. Vos analyses, vous les continuez même pendant les pauses. J'ai du mal à vous freiner, je sais, mais c'est pour ça qu'on vous adore. Alors, justement, Maroc-Chine, un nouvel élan, c'est le titre de l'émission de ce soir, si vous venez de nous rejoindre. On parlait tout à l'heure, justement, de ce point qui est quand même assez important, qui est aussi symbolique que fonctionnel, qui est cette mesure concernant les visas. C'est quelque chose qui est de nature à encourager. Au premier abord, on peut se dire oui, mais encore une fois, on peut le dire, la Chine, c'est loin, il suffit pas d'avoir un visa, mais aussi de pouvoir venir et d'attirer les hommes d'affaires chinois, pas seulement les hommes d'affaires, les touristes au Maroc. C'est certain, aujourd'hui, si on sait que, vous savez, c'est Faisal, la Chine aujourd'hui, c'est pratiquement 20% de la population mondiale. Et nous avons une seule représentation à Pékin. Dans toute la Chine, pour 1,3 milliard de personnes, nous n'avons qu'une seule ambassade à Pékin. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour 110 millions ou 120 millions de touristes, nous n'avons qu'une seule représentation. Quel est l'impact? L'impact qu'aujourd'hui, les conditions pour attirer un touriste ou un investisseur ne sont pas du tout favorables. C'est-à-dire, ce qui fait que le nombre de touristes ou le nombre d'investisseurs n'arrive toujours pas à être au niveau. Si, et là d'ailleurs par la bonne nouvelle que nous avons tous eue, c'est-à-dire que plus de visas, c'est sûr que le nombre de touristes va augmenter à condition qu'il y ait une bonne communication au niveau de la Chine, parce que les Chinois, malheureusement, ne connaissent pas le Maroc. Ils font une confusion entre Morocco et Monaco. Quand vous lui dites Morocco... c'est la même chose qu'aux États-Unis. Morocco et Monaco ne connaissent pas le Maroc. Nous avons de grands efforts à faire au niveau de la communication, au niveau de la promotion du Maroc en Chine. Et secondo, imaginez-vous, Monsieur Faisal, vous êtes un investisseur qui se trouve à Shanghai et qui doit partir à Pékin 4 heures de vol pour demander personnellement son visa et revenir 2 jours ou 3 jours après pour la récupérer, si oui, est-ce qu'un investisseur va venir investir au Maroc? C'est un handicap sérieux aujourd'hui, mais on est soulagé par la décision qui vient d'être annoncée, la suppression des visas pour la Chine. Ça va avoir un impact très positif, mais à condition, encore une fois, que chacun de nous fasse son travail correctement. Sigline, les conventions qui ont été signées, on en a une quinzaine. Alors on voit bien, c'est dans l'énergie, c'est dans le transport, c'est dans la finance, c'est beaucoup d'énergie durable, beaucoup dans le développement durable. Mais avant ça, est-ce qu'on connaît suffisamment? Alors justement, je rebondis sur ce que vous disiez, pour que ces conventions soient efficaces, soient vraiment mises en place de manière efficiente. Est-ce qu'il faut un travail, je veux dire, préalable pour pouvoir justement transformer l'essai? Est-ce que les conventions suffisent? En fait, il n'y a aucune crainte à ce que les conventions qui ont été signées puissent se concrétiser. Ça, il n'y a aucune crainte, parce que c'est les partenaires, aussi bien chinois que les partenaires nationaux marocains qui ont signé ces contrats, les ont bien étudiés à l'avance et tout ça. Donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Mais la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est cela qui va être la consistance d'un partenariat stratégique? Je pense que ce n'est que le début de quelque chose qui devrait être beaucoup plus grand. Quand on voit les chiffres, la Chine est un géant. La Chine, c'est 135, pour que je ne dise pas de bêtises, 135 milliards d'investissements directs à l'étranger. Donc c'est vraiment important. La Chine, rien que pour revoir, pour faire revivre une sorte de version moderne de la route de la soie, un réseau intégré d'autoroutes et de chemins de fer, a prévu 60 milliards de dollars rien que pour l'Afrique.
Et d'ailleurs, il a déjà commencé. Il y a le chemin de fer entre Djibouti et Addis Ababa, qui est terminé. Et bientôt, la liaison est une sorte de LGV, liaison grande vitesse, entre le Montbashi et Nairobi à 180 km à l'heure. Donc, la Chine, c'est quelque chose de grand. C'est aussi une opportunité pour le Maroc d'aller vers l'Afrique en s'appuyant sur un géant économique. Par exemple, les grands groupes chinois, ils ont une bancabilité très impressionnante. Ils ont derrière eux l'Exim Bank of China, qui les finance dans des conditions imbattables. C'est des financements à 2,5% sur 20 ans et avec des délais de grâce de 7 à 10 ans. Donc on est sur des durabilités de 30 ans, ce qui est confortable, notamment dans tout ce qui est infrastructure. C'est des taux que vous connaissez pas, ça, non? Regardez sur les taux. Et j'ajouterais à des pays, notamment en Afrique, qui si ils veulent ils se font financer sur le marché, vu le risque qu'ils représentent. Parfois, ils sont, et je parle sous le contrôle de Cissallé, parfois ils sont à 5, 6, voire 7%. Tout à fait. Et on leur offre. Et si nous attaquons le marché, l'espace africain subsaharien avec des partenaires de ce genre, c'est un grand atout pour le Maroc. Et aussi, pour la Chine, parce que le Maroc a déjà l'expertise, le savoir-faire de pouvoir transposer des technologies. Et il faut aussi, rappelons-le, la décision stratégique importante du Maroc, c'est de faire de nos régions, de nos provinces du sud sahariennes, une plateforme et un hub sur tous les plans, au niveau aérien, au niveau maritime, au niveau du savoir universitaire académique, au niveau de l'industrie, au niveau même énergétique. Nous prévoyons de la liaison de 500 km entre Laayoune et Dakhla électrique, et donc on va mettre l'Afrique et l'Europe, on va les relier. Tout cela fait que le Maroc présente un atout, et le fait de se positionner stratégiquement avec un géant qui prévoit de devenir un pays développé en 2019. Et eux, ils ont toujours des dates fétiches. Pour eux, le 2019, c'est le centenaire de la création du Parti communiste qui dirige la Chine. Ils disent, quand le Parti communiste aura 100 ans, en 1919, nous allons devenir un pays développé, parce qu'ils ne se considèrent pas comme étant un pays développé. Et pour cela, bien sûr, ils veulent éradiquer la pauvreté. Et bonne nouvelle, parce que comme ils sont le 1/5 de la population, ça sera un pas géant dans l'éradiction de la pauvreté dans le monde, et ils veulent multiplier, augmenter le revenu par tête d'habitant de 7 800 $ actuellement à quelques 1 200 $. Donc ils vont devenir, ils sont en train d'avancer pour devenir un pays développé. Et là, je vous raconte une anecdote. Un ancien directeur général d'une grande institution française avait rencontré au détour d'une grande conférence internationale Bill Clinton. À l'époque, il était président des États-Unis. Et il lui a posé la question, qu'est-ce qui empêcherait le président des États-Unis, la première puissance mondiale, de dormir? Il lui a dit, quand la Chine deviendra un pays développé. Il lui a dit, comment? Il dit, je vous donne un exemple. Si toutes les familles chinoises vont avoir une voiture par foyer, calculez les besoins en énergie, les besoins et tout ça. Et d'ailleurs, la Chine est en train d'aller vers cela, d'autant plus que c'est maintenant le premier producteur d'automobiles dans le monde. Ce sera lié au niveau bancaire. Hein. C'est vrai que, est-ce que il y a des choses à apprendre de la Chine et vous avez des choses à apprendre à la Chine. C'est vrai qu'on a un secteur bancaire qui est quand même solide, on le connaît, qui est reconnu en Afrique notamment, que ce soit à travers votre banque ou d'autres banques marocaines. Mais lorsqu'on entend ce que nous dit Seglin, est-ce qu'il y a, et ça nous permettra d'élargir après, sur le transfert de technologies, de compétences, de savoir-faire, est-ce qu'au niveau bancaire, vous pouvez profiter aujourd'hui ou vous êtes tout simplement en front entre deux secteurs avec leur expertise respective?
On a beaucoup à apprendre des banques chinoises parce que rappelez-vous, toutes les banques chinoises, les grandes banques chinoises étaient des banques spécialisées avant 1995. Donc l'État chinois a créé donc par exemple, l'Industrial Commercial Bank, c'était le financement de l'industrie. Bank of China, c'est le commerce extérieur. China Construction Bank, c'est les travaux publics et le bâtiment. Agriculture Bank of China. En 1995, ils sont devenus banque universelle, donc ils vendent tout à tout le monde. Et l'État a créé ce qu'on appelle les banques de développement spécialisées. China Development Bank, Agriculture Development Bank, etc. Exim Bank. Donc, ces banques avec lesquelles nous travaillons, ils ont quand même l'expertise de chaque secteur d'activité parce qu'ils ont été instigateurs chez eux. Et puis... Et avec du volume. Il y avait du volume, voilà. Je vais vous dire le volume. Par exemple, Bank of China, qui est la deuxième banque chinoise, elle a 50 millions de PME. 50 millions de PME. Clientes. Donc, vous imaginez, alors qu'il a 20% de part marché. Ouais. Donc, ils ont une expertise dans le financement de la PME et l'accompagnement de la PME, dont on va avoir des années à apprendre d'eux. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend aussi, donc, en plus de cette expertise sectorielle et cette expérience pour la PME, l'immigrant banking. Donc, c'est le premier pays d'immigration dans le monde, avec le premier volume de transfert d'immigrants. Bien sûr, on apprend d'eux comment accompagner ces 2500 entreprises en Afrique qu'ils financent à partir de la Chine, sans aucun problème, avec des taux, comme l'a dit Sigrid, qui défient toute concurrence, mais aussi tout ce qui est financement du trade finance. Le chemin de la soie, il faut le financer, il faut le sécuriser. Donc, c'est des transactions et des transactions. Et dernièrement, on a rajouté, donc, comme j'ai dit, donc, la monnaie chinoise, qui est devenue chez nous une monnaie cotée. Bientôt, elle va être chez la Banque du Maroc. Et on a signé avec la mastodonte UnionPay, il faut savoir que la plus grande carte avec qui on paye dans le monde, c'est pas Visa, c'est pas Mastercard, c'est UnionPay. Parce qu'il y a beaucoup. Oui. Et donc, on a signé une convention pour accepter leurs cartes et donc qu'ils deviennent acceptables dans nos guichets et chez nos commerçants. Donc, et puis, grosso modo, la Chine, c'est pas que les banques. Il est passé d'un statut d'une usine, donc de sous-traitance, à des vrais experts. Maintenant, c'est des champions nationaux, c'est plus des sous-traitants. Il y a des champions dans la télécom, dans la voiture, dans le PC. Moi, j'étais chez IBM quand IBM a vendu le PC. IBM qui a créé le PC l'a vendu à Lenovo, c'est sous-traitant. Et actuellement, il est l'un des plus grands constructeurs au monde. Donc, il y a de l'expertise et du transfert de savoir-faire et de technologie dont il faut... Alors justement, comment on va pouvoir profiter de ça? Et c'est vrai, non seulement le transfert de technologie, aussi peut-être le transfert de logiciels. Quand je dis de logiciels, je ne parle pas de manière littérale, mais au sens imagé, dans la manière d'appréhender les choses, dans la manière justement de s'approprier, de transformer, de fabriquer de la valeur ajoutée. De quelle manière on peut capitaliser et ne pas passer encore une fois à côté. On a un chiffre qui a été édité par la Banque mondiale qui estime à plus de 80 millions d'emplois délocalisables par la Chine dans le monde. Dans le monde, comment on peut faire, nous, pour ce transfert et deux, capter ces emplois délocalisés? Aujourd'hui, la visite de Sa Majesté est une opportunité pour le Maroc. Déjà, pour quelle raison? Parce que la Chine est une puissance, soit qu'on est avec la Chine, soit qu'on n'est pas avec la Chine. La Chine, avec les investissements, le volume des investissements, avec le volume des échanges dans le monde, soit qu'on profite, soit qu'on ne profite pas. C'est-à-dire aujourd'hui, pour qu'on puisse bénéficier, il va falloir créer un climat d'investissement au Maroc. Il va falloir adapter un climat d'investissement propre aux Chinois, à l'investisseur chinois. L'investisseur chinois aujourd'hui qui n'a pas trop investi au Maroc, si on compare aux investissements que vous venez de citer en Afrique, c'est négligeable. C'est-à-dire aujourd'hui, si on ne fait pas des efforts pour créer un climat et chercher l'investisseur chinois, parce que le commerce en lui-même ne rapporterait rien si on n'arrive pas à monter des industries
et à transférer le savoir de chinois. Le modèle chinois, c'est un modèle unique. Il n'est pas calqué au modèle américain, il n'est pas calqué au modèle... C'est un modèle à part. Nous devons avoir la possibilité et la capacité pour suivre le modèle chinois et apprendre le maximum. Sigrid, vous savez que c'est quand même quelque chose de stratégique à chaque fois de savoir comment on va capter la technologie, comment on va capter le savoir-faire et la transformer à bon escient pour que nous puissions en profiter de la meilleure manière possible. Je crois que ce qui s'appliquerait à nos relations avec la Chine s'applique à nos relations avec tous nos partenaires étrangers. La compétitivité et l'attractivité de notre pays se mesurent au niveau de sa stabilité politique, de l'environnement juridique qui doit être, sur lequel on doit aussi travailler pour qu'il s'inscrit dans une sorte de stabilité, qu'il n'y ait pas des soubresauts, qu'il y ait de la visibilité pour les investisseurs en termes fiscaux, en termes juridiques, qu'il n'y ait pas à l'approche de chaque loi de finances, il y a des risquilleurs, je les appelle comme ça, des mesures qui viennent comme ça. Il y a aussi travaillé sur la ressource humaine. Puisqu'on parle de Chine, les Chinois, dans leur vision du plan quinquennal actuel, dans le pilier, ce qu'ils appellent partage, c'est-à-dire en fait réduire les inégalités, ils visent à élargir la formation et ils sont déjà à quelque chose de 7 millions de lauréats par année. C'est-à-dire 7 millions de personnes sortent des universités et des grandes écoles. Donc pour le Maroc, c'est un grand chantier. Et il faudrait aussi que nous donnions cette image qui est la réelle image de nos institutions, qui sont des institutions stables, qui s'inscrivent dans la continuité sans pour autant tomber dans la rigidité et dans l'immobilisme. Tout cela nécessite des efforts de la part des acteurs non seulement économiques mais aussi des acteurs politiques. Il faut aussi être innovant et créatif. Par exemple, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne des Chinois. Par exemple, parlant du tourisme. Oui. Si je n'ai pas le chiffre en tête, mais si quelqu'un autour de la table a le chiffre, combien de Chinois viennent en Europe et combien de Chinois touristes viennent en Espagne et en France? Juste à Paris. À Paris. Il suffit de coller une semaine en disant visiter 2 continents en un seul voyage. Et d'ajouter une semaine de plus pour le touriste chinois qui a fait le plus gros du chemin. C'est-à-dire 12 à 14 heures, ça dépend dans quel sens on va. Vous voulez qu'on vende votre slogan à l'ONMT Oui, pas seulement le slogan. Il y a une réflexion. Mais il faut être imaginatif, il faut être créatif. D'ailleurs, ces Grigny, ils le font. Les Chinois, quand ils passent en voyage, ils ne font jamais... La majorité, ils ne font jamais, même côté gouvernement. Quand ils passent par le Maroc, forcément, ils passent par la France, l'Espagne, le Portugal. Même les hommes d'affaires. Alors là, on ne peut que prendre les chutes du tourisme vers l'Espagne et vers la France, à Paris, et coller là-dessus. Et vers l'Espagne, on peut imaginer, c'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui, mais on peut imaginer la visite de l'Andalousie et d'où elle est venue l'Andalousie et tout ça. Il faut être imaginatif, il faudrait aussi et surtout que le secteur privé marocain soit encouragé. Il faut imaginer des mécanismes. Il faut aussi prendre les bonnes choses chez les Chinois. C'est bien le libéralisme, c'est très bien, mais le libéralisme lui-même ne suffit pas. Et on a vu que la Chine, avec des entreprises d'État et des banques, toute la sympathie que j'ai pour Sqali, il faut un secteur financier public qui soit solide et fort, qui est porteur de la synthèse entre performance du privé et intérêt général. Mais il faut aussi avoir des champions nationaux, de grandes banques, si on est présent maintenant. Moi, ça m'a fait plaisir d'arriver au Sénégal. Je vais à l'île Gorée. Et en arrivant à l'île Gorée, la seule agence
Bon, je vais faire de la pub, c'est qui j'y arrive enfin. Bah, la seule, on sent qu'on est présent, qu'on est un pays. Parce que le mètre carré à l'île Gorée, c'est excessivement cher et c'est tout à fait symbolique. Ajoutant à cela le fait que l'entreprise marocaine est présente, il faudrait qu'il y ait de l'accompagnement un peu plus volontariste. Parce que tout le monde dit... Il y a une autre... Alors justement, en termes d'accompagnement, au niveau bancaire, est-ce qu'il y a aussi, on imagine ça aussi pour les PME, enfin pas seulement pour les PME, mais aussi pour les entreprises locales, dans le cadre de ces visites, dans le cadre de ces conventions qui sont signées, est-ce qu'il y a des accompagnements spécifiques qui peuvent être mis en place, des fonds d'investissement, des fonds de financement, des mécanismes de financement pour des entreprises qui ont envie justement de profiter de ces accords Maroc-Chine, d'aller vers la Chine ou justement d'attirer des investisseurs chinois? Dans les 5 conventions qu'on a signées avec les corporates marocaines et leurs vis-à-vis corporates chinoises, nous on est là pour le financement et l'accompagnement donc bancaire. Donc c'est pour apporter le capital s'il y a des fonds. Beaucoup de fonds vont être créés au Maroc qui se prolifèrent déjà à l'approche de la COP 22 donc sur le green business et sur l'efficacité énergétique. Beaucoup de fonds aussi européens vont arriver et aussi chinois. Donc justement, toutes ces conventions dont l'efficacité énergétique, ils ont déjà, on va dire, ils peuvent déjà boucler leur financement à très bas coût. Et l'accompagnement donc des entreprises aussi pour aller en Afrique. Tout à l'heure, votre question, le Maroc. Le Maroc a su maintenant démontrer qu'il est le hub donc pour aller vers l'Afrique et aussi vers l'Europe. Et justement, la Chine qui doit délocaliser une partie de sa production, parce que c'est inévitable, 85 millions on parle, une partie doit arriver au Maroc. Le Maroc doit faire en sorte qu'une partie de cette délocalisation doit arriver au Maroc. Donc pour la partie africaine, pour la partie européenne, et aussi les Chinois s'intéressent à toutes les régions avec lesquelles le Maroc a signé l'accord de libre-échange. Vous imaginez, c'est les États-Unis, c'est la Turquie, c'est le Moyen-Orient, et dans très bientôt, Inch'Allah, avec l'Afrique. Tout ça, c'est dans l'équation. Je ne pense pas que les Chinois ne voient pas ces atouts. Et donc la banque, elle est là aussi pour accompagner, à partir du Maroc, soit une entreprise marocaine, on le fait déjà, les entreprises marocaines, on les chouchoute, c'est nous qui les amenons en Afrique, puisqu'on les donne de la maison mère à la filiale. Mais on parle aussi de toutes ces JV qui vont se créer, sinon marocaines, on va les accompagner avec nos partenaires chinois. Donc c'est clair. Alors, aujourd'hui, en termes, alors on a parlé bien sûr de transfert de compétences, on a parlé de la meilleure manière avec laquelle on peut essayer d'attirer les investisseurs chinois, mais nous de l'autre côté, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Toujours la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on peut fournir aux Chinois? Est-ce que, alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont tout, qu'ils fabriquent tout, qu'ils transforme tout. Est-ce qu'il y a aussi des choses que nous pouvons exporter, que nous pouvons, parce qu'on sait que le nombre de Marocains en Chine est très faible. Est-ce que là aussi, il y a une volonté d'aller dans ce sens-là? C'est sûr et certain qu'il faut juste savoir que la Chine aujourd'hui est le premier importateur de matières premières dans le monde. Aujourd'hui, et d'ailleurs, notre association a participé à un salon de produits halal en novembre 2015, et d'ailleurs par les moyens de bord. Et nous avons mis en place pratiquement un stand où nous avons fait connaissance de nos produits, pratiquement une trentaine de produits, dans l'huile d'olive, dans le savon noir, dans le rassoul, et dans d'autres produits de beauté. C'est certain qu'aujourd'hui, de par notre richesse éventuellement agricole, nous avons la possibilité d'exporter éventuellement. Nous avons organisé avec l'AMDI, je pense la fin de l'année dernière, en 2015, une visite. Nous avons fait venir des hommes d'affaires, une trentaine d'hommes d'affaires, qui ont visité le Maroc éventuellement dans un souci d'exporter éventuellement des produits marocains vers la Chine. Alors, il y a beaucoup de choses à faire éventuellement. Juste avant la visite royale, nous avions ici les deux directeurs de l'Institut Confucius de Rabat, directeur chinois, directeur marocain qui étaient avec nous. La dimension culturelle, aujourd'hui, pour
entériner tout ceci, est-ce que là aussi, il faudrait des espèces de conventions très claires sur voilà, cet échange culturel qui permettent à nos deux cultures finalement de mieux se connaître, parce qu'entre la Chine et le Maroc, bien qu'on ait des certains points communs d'un point de vue civilisation, c'est-à-dire dans la démarche, mais aujourd'hui ce sont des cultures qui sont complètement différentes. Là, j'imagine que dans votre association, ça doit être un point central. Vous devez voir toutes ces divergences, la langue aussi qui est un point extrêmement important. D'ailleurs, le premier forum que nous avons tenu en avril dernier était en collaboration avec l'université, avec la faculté Ain Choc de Casablanca, où éventuellement on avait annoncé le lancement de la filière langue et littérature chinoise au Maroc. C'est une première au Maroc qui va se tenir à partir de la rentrée scolaire prochaine à la faculté éventuellement de lettres d'Ain Choc de Casablanca. Secondo, l'annonce de la création de l'observatoire de la route de soie des études maroco-chinoises, éventuellement, pour éventuellement essayer de consolider cette relation entre le peuple marocain et le peuple chinois. Et d'ailleurs, notre association a signé une convention de partenariat avec l'Institut Confucius de Casablanca, dans un souci de développement aujourd'hui des relations culturelles entre le Maroc et la Chine. D'ailleurs, juste à l'Institut Confucius Casablanca, aujourd'hui, c'est plus de 1000 étudiants qui enseignent la langue chinoise aujourd'hui, qui apprennent la langue chinoise au Maroc. Et pour bientôt à Marrakech, va s'ouvrir un troisième centre, un troisième institut Confucius éventuellement pour l'enseignement de la langue. Donc il y a des efforts qui se font de part et d'autre, sauf que par rapport à nos moyens, nous c'est une association qui œuvre, qui travaille avec des moyens de bord. Nous essayons le maximum de faire ce qu'on peut éventuellement pour la contribution au développement des relations entre le Maroc et la Chine. Alors j'ai une question de Yamina sur Twitter qui nous dit « Vu l'importance et les volumes des accords signés entre le Maroc et la Chine, n'est-il pas requis de mettre en place un dispositif conséquent de suivi, de coordination de l'exécution de ces accords ? Est-ce qu'il faudrait un comité de pilotage ad hoc pour toutes ces conventions De mon point de vue, pas nécessaire, parce qu'il y a déjà les mécanismes qui existent, les mécanismes, les commissions de coopération entre les pays qui peuvent fonctionner. Ce qu'il faut mettre en place, ce qui a été lancé, c'est une dynamique. C'est plutôt les opérateurs privés et tous les autres institutionnels qui doivent prendre le relais. Mais je voudrais quand même revenir sur la question culturelle parce que nous avons une obligation de bien connaître la civilisation, la culture et la langue de Chine, pour la simple raison que c'est une grande puissance mondiale et que qui s'impose de plus en plus, et qu'il faudrait que nous, un pays qui connaît sa dimension, nous sommes à peu près l'équivalent en termes d'habitants de Shanghai et sa banlieue, mais n'empêche que nous avons intérêt à connaître la civilisation et la langue chinoise, et à ce niveau-là, je crois que conformément à notre constitution, c'est écrit aussi toujours, tout est écrit dans notre constitution, il faut apprendre les langues étrangères pour pouvoir communiquer avec le reste du monde et pour comme élément aussi d'ouverture et de savoir. Et je crois qu'il est temps que dans nos écoles, ça ne doit pas rester petites initiatives. Il y en a qui apprennent l'anglais, il y en a qui apprennent l'espagnol. Il faut donner à nos élèves la possibilité d'apprendre le chinois. Et sur cette question, je crois que la partie chinoise serait très ouverte pour pouvoir assister dans une première étape, ne serait-ce que des expériences pilotes. Ceci dit, il y a une convention quand même qui a été signée, personne n'en parle. Hein. C'est pas parce que Amin Sbeh est mon ami, camarade, que je vais en parler, mais on a signé une convention sur le plan culturel qui porte notamment, entre autres, sur la traduction, ce qui est très 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 important pour la connaissance réciproque des deux peuples. Ceci dit, moi qui ai été en Chine à plusieurs reprises, les Chinois ont bien des centres d'études ils maîtrisent très bien la langue arabe, ils connaissent très bien le monde arabe, le Maroc et tout ça. Eux, ils ont les moyens et le nombre de personnes.
nous devons connaître, parce que ce sont des entrepreneurs et des investisseurs que nous allons rencontrer de plus en plus, avec lesquels nos entrepreneurs vont faire des affaires certainement, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde, à moyen et long terme. Et donc, il faut bien les connaître leur mentalité. C'est une mentalité qui est asiatique, mais qui a ses propres spécificités. Et on gagnerait à le connaître. Et puis donc, on va tous se mettre au mandarin. Voilà, on a tout. Bon, on doit se mettre à toutes les langues. Hein. Non, déjà, bon, bah voilà. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre le bilan, finalement, de cette visite royale. Excellente soirée sur Médien TV, la rediffusion à 22h40, comme tous les soirs. Et je vous retrouve demain.